Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter, comme dans le cadre des invitations que je fais d'un certain nombre de personnalités, d'intervenants sur les grands sujets de l'actualité, j'ai le plaisir d'inviter Xavier Moreau, que vous connaissez sans doute pour ceux du moins qui s'intéressent à la Russie. Et il se trouve que Xavier Moreau, c'est quelqu'un que j'apprécie et que je connais depuis au moins une bonne quinzaine d'années, 20 ans peut-être. Pas beaucoup, mais on s'était déjà rencontrés. Il était venu d'ailleurs à une de nos universités d'automne. Alors Xavier Moreau, en rapidement, il a 51 ans, il a 5 enfants, il est installé depuis l'an 2000 en Russie. Je crois qu'il parle le russe, et donc c'est quand même un observateur extraordinaire de la société russe, de l'évolution russe, sachant qu'à l'origine, il est français de France, il a fait Saint-Cyr, il est officier parachutiste, il est passé par la Sorbonne. Donc c'est quelqu'un qui a œuvré dans les débuts pour travailler dans l'armée française. Voilà. Alors s'est rendu célèbre depuis maintenant, d'abord parce que il a fait quelques ouvrages sur la Russie. Hein, je me rappelle, vous m'aviez offert, je crois, un ouvrage sur la Nouvelle-Russie de Poutine. Il s'est rendu célèbre aussi, il a fait un ouvrage polémique sur la gauche française, enfin qui a un certain succès sur les réseaux sociaux, mais qui dit des choses quand même assez intéressantes et qui sont souvent oubliées du point de vue historique. Et puis, il a surtout comment dirais-je, une chaîne de télévision qui s'appelle Stratpol, qui a été strikée, comme on dit en jargon bruxellois, c'est-à-dire qui a été fermée pour des raisons de liberté d'expression, j'imagine, en France, et qui donc s'est repositionné sur Odyssée, où d'ailleurs il a un nombre de followers, comme on dit, qui est tout à fait impressionnant. Alors je le reçois, ça va être diffusé sur ses chaînes, et nous allons le relayer sur notre compte Twitter, nos comptes Twitter, sur Facebook et sur notre site Internet, de telle sorte que on donne à cette vidéo le maximum de vues, à la fois de son côté avec les gens qui le suivent, et puis d'une autre. Voilà. Bonjour Xavier Moreau, vous allez bien? Bonjour François Asselineau, merci. Oui, je vais bien, merci. Merci pour Est-ce votre que j'ai invitation. est-ce que j'ai écorché un peu votre bio? Non, Non, c'est parfait. non, j'ai rien à ajouter. Non, je crois pas. Alors, vous êtes à Moscou. C'est quoi la vie quotidienne à Moscou en ce moment? Est-ce que les gens, quand on croise les gens dans la rue, est-ce que vous croisez un regard de peur, d'effroi? Est-ce que les difficultés d'approvisionnement existent? Est-ce que les magasins, il est impossible de trouver des produits français? Est-ce que les sanctions commencent à faire un effet considérable ou pas? Non, l'effet, on va dire, des sanctions a eu lieu plutôt au début en ce qui concerne les citoyens de base, puisque ça a provoqué une inflation, on va dire, au mois de mars, au mois d'avril. Mais depuis, l'inflation a été absorbée et on n'a pas observé de problème particulier. La Russie produit tout ce dont elle a besoin en fait. Donc ça donne un grand avantage. C'est un des premiers exportateurs de produits agricoles au monde, le premier exportateur de blé. Donc en fait, en Russie, on ne peut pas mourir de faim. Le problème qui aurait pu apparaître, c'est les semi-conducteurs, puisque c'est la grande faiblesse pas que de la Russie d'ailleurs, de l'Europe, et même, alors, dans une moindre mesure, hein, de la Chine, c'est que les sanctions qui ont été imposées par Washington interdisent à Taïwan et à la Corée du Sud, donc qui sont les principaux producteurs de semi-conducteurs, notamment de très basse nanométrie. Donc, tous les exportateurs d'électronique ont été interdits, on leur a interdit d'exporter en Russie. J'ai eu l'exemple personnel puisque je me suis fait assembler un ordinateur très puissant et j'ai pu commander par l'équivalent d'Amazon en Russie un processeur Intel Core 9, une carte graphique parmi les plus performantes Samsung et une carte mère parmi les plus performantes Asus. Donc même ça, pour l'instant, on n'a absolument aucun problème. Et j'ai Ah, donc vous comparé, avez pu les acheter depuis Moscou et ça vous a été livré. ça a été livré en bas de chez moi. Là-dessus, pour l'instant, ça ne marche pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parlait dans Bloomberg. L'Union européenne essaie de contraindre
les pays qui contournent les sanctions, en fait, c'est-à-dire tous les pays frontaliers de la Russie, et également la Turquie, de respecter les sanctions. Mais comme ils ont coupé la Russie du SWIFT, en fait, désormais, depuis le Patriot Act, après le 11 septembre, la CIA avait une copie de tout, c'est officiel, de tous les transferts par le SWIFT. Donc la CIA, c'est tout de vos transferts. Sauf que comme le SWIFT a été coupé pour l'essentiel des banques russes, en fait, aujourd'hui, ils sont complètement aveugles sur ce qui est réellement échangé entre la Russie et ses partenaires économiques, on va dire non alignés. Et je pense qu'à terme, si jamais ça n'apparaît plus officiellement dans les bilans des douanes kazakhs, turcs ou chinois, les Occidentaux n'auront aucun moyen de savoir ce qui transite entre les territoires. Donc pour l'instant, de ce point de vue-là, dans aucun domaine en Russie, en fait, on ne souffre des sanctions qui ont été mises. Je parle du citoyen de base. Là-dessus, les gens vivent normalement. Il y a eu une inquiétude au début de l'opération spéciale parce que tout le monde a été surpris. Je vais vous dire honnêtement, moi le premier. Et donc, en fait, les gens, à un moment, ont été qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis ensuite, il y a eu les contre-attaques ukrainiennes, il y a eu le départ de la ville de Kherson, il y a eu un peu d'inquiétude. Et puis, en fait, je pense que les Russes sont rentrés dans la routine. Et surtout, ils voient que tout continue à fonctionner. C'est le sens de l'opération spéciale, c'est pas la guerre, c'est l'opération spéciale, et que Vladimir Poutine continue à mener tous ces grands chantiers qu'il a démarré déjà quand il était Premier ministre en 1999, c'est-à-dire les infrastructures, le développement de l'extrême-orient russe. Là, je dirais même pas la réindustrialisation, parce que la Russie est un pays hyper industrialisé, mais la surindustrialisation. Et tous ces chantiers-là, aussi la politique dont je bénéficie avec un père de 5 enfants, mais de soutien aux familles, etc., tout ça continue. Et finalement, je pense que les Russes maintenant ont vraiment confiance, et ça se voit d'ailleurs dans les sondages. 80% des Russes font confiance à Vladimir Poutine. Donc, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron puisse se targuer du même résultat. Donc, en fait, ici, la vie est normale. C'était d'ailleurs Alors, je vais vous Dans The titiller. Independent, pardon de vous interrompre, dans The Independent, donc le magazine anglais, qui le disait, en fait, il a fait un article là-dessus, en fait, les Russes vivent normalement. Oui, alors j'ai vu effectivement cet article de The Independent et on avoue que d'ailleurs le journaliste avait l'air de le regretter amèrement. Mais effectivement, des gens que je connais qui sont allés en Russie me disent effectivement, on n'a pas l'impression qu'il y ait des choses extraordinaires qui se déroulent. Alors, certains vous diront, oui, mais ça, c'est peut-être à Moscou, c'est peut-être moins vrai dans d'autres endroits, des régions plus proches de la frontière avec la Biélorussie ou avec l'Ukraine. Voilà, il n'y a peut-être pas exactement la même légèreté d'esprit en Crimée, par exemple. Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, la Crimée n'est pas très concernée parce que finalement, il y a eu des tentatives à Sébastopol par des drones, mais c'est un peu à la marge. Et finalement, la Crimée est beaucoup moins touchée parce qu'elle est loin du front. En fait, elle est à plus de 100 km, enfin, on va dire 80 km du front. En plus, tout le front au nord, c'est le Dniepr, donc c'est quasiment infranchissable pour une armée de la taille de l'armée ukrainienne actuelle, de faire une grande opération, on va dire, en franchissant le Dniepr. En revanche, les régions qui sont touchées, c'est les régions frontalières au nord, c'est-à-dire la région de Belgorod, les régions de Koursk. Il y a eu une incursion le long de la frontière par des unités de volontaires russes, donc pro-ukrainiennes. Donc, c'était un peu délibéré. Mais en gros, ils ont fait 500 mètres au-delà de la frontière et puis ils sont allés attaquer un village. Et également, de temps en temps, il y a des attaques de drones, mais c'est plutôt sur des villages ou des installations industrielles. Mais les grandes villes comme Belgorod ou Koursk sont pas atteignables pour l'instant par les Kieviens, qui ne disposent pas d'ailleurs des vecteurs suffisants pour pouvoir atteindre ces grandes villes. Mais finalement, c'est pas la Crimée qui est le plus touchée comme région, c'est plutôt Belgorod, Koursk, également les régions qui ont été intégrées à la Russie donc à partir du mois d'octobre, c'est-à-dire les nouvelles régions, donc Zaporozhye, donc les régions de Kherson. La majorité de la région de Kherson reste encore sous contrôle russe. Et donc là, effectivement, eh ben, il y a des bombardements le long de la ligne de front. Mais globalement, en Russie en général, on ne voit pas, on ressent pas la guerre. On ne ressent pas la guerre. La population qui a été mobilisée, c'est 2% de la population mobilisable, hein.
300 Ah oui. 000 hommes sur 25 millions de mobilisables. Donc, c'est pas non plus, ça va pas déstabiliser l'économie. Alors, je vais vous titiller un petit peu, mais vous savez que vous avez la réputation d'être un agent de Poutine, vous recevez des valises de Poutine, et moi aussi d'ailleurs, il paraît que je reçois des valises de Poutine. Donc, ça fait partie. Genre, d'abord, est-ce que vous recevez des valises de Poutine, premièrement? Bah, écoutez, non, mais s'il m'écoute, je suis prêt à accueillir n'importe quelle valise. Ça me va. Quelle mentalité! Bon, donc, non, mais parce que. Plus sérieusement, non, plus sérieusement, je dois le dire. C'est une question. Je suis, alors pas salarié, mais je suis sous contrat avec Russia Today France. D'ailleurs, j'ai une Ah, d'accord. émission hebdomadaire, donc effectivement, je suis payé directement par l'argent de l'État russe. Mais ce que je peux rajouter à ce sujet-là, c'est que les seules consignes que j'ai, c'est de me retenir. Par exemple, vous ne me verrez jamais utiliser sur Russia Today France le terme de régime d'Emmanuel Macron, alors que sur Stratpod, où je dis ce que je veux, je le dis. Donc, les seules obligations que j'ai, c'est plutôt pour me dire, Xavier, vas-y doucement, on est quand même une chaîne, on essaie d'être équilibré. Et on m'impose d'ailleurs, par exemple, dans mes émissions, de citer, si je cite Poutine, il faut que je cite Biden, si je cite le chef d'état-major de l'armée russe, il faut que je cite, voilà. Donc, je trouve qu'il y a une éthique, d'ailleurs, moi qui ne connaissais rien au journalisme, j'espère que ça fonctionne comme ça dans les autres chaînes de télévision. Mais voilà, donc c'est le seul argent que je reçois du Kremlin, bah, c'est Russia Today. Je suis sous contrat avec eux. D'accord. Alors pour moi, nous, on est totalement indépendants à l'UPR. Je le rappelle, bon, ça ne m'empêche pas d'avoir, dans un certain nombre de cas, des points de grande convergence avec vos analyses. Vous dites que 80% des Russes soutiennent Vladimir Poutine, je le crois assez volontiers. En tout cas, ce sont des sondages qui, si j'ai bien compris d'ailleurs, sont faits par des instituts occidentaux, hein, qui font ça. Oui, 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 Euh, c'était validé. C'est pas remis en cause. Hein. C'est pas remis en cause Est-ce par. que, est-ce qu'on peut dire que s'il y avait des reproches qui étaient faits à Poutine, contrairement à ce que l'on peut imaginer en France, il y a quand même une fraction beaucoup plus dure en fait de Russes qui souhaiteraient qu'il soit plus dur en fait. Ça serait plutôt la ligne Medvedev qui serait plus et que finalement j'ai entendu je connais des gens qui m'ont dit que finalement Poutine était considéré comme un peu trop centriste pour certains qui voudraient que la Russie soit beaucoup plus offensive comme les Américains savent le faire, par exemple en Irak. Est-ce que c'est vrai ça qu'il est plus gêné par une opposition interne qui voudrait qu'il soit plus dur que par des gens qui regarderaient vers l'Occident? Ah, tout à fait. Si vous regardez, déjà prenons le Parlement russe. Donc il y a quatre partis qui sont présentés. Donc il y a un petit parti qui s'appelle Russie Juste, qui fait partie de la deuxième internationale, mais qui sont pas très importants. Eux sont plutôt vis-à-vis de l'Ukraine depuis 8 ans sur la ligne de Russie Unie, donc le parti de Poutine. Mais les deux gros partis d'opposition, c'est-à-dire le Parti communiste et le Parti nationaliste de feu Zhirinovsky, donc qui aujourd'hui est dirigé par Monsieur Leonid Slutsky, qui est le président du comité des affaires étrangères de la Douma, ceux-là sont partisans depuis 2014 d'envahir l'Ukraine et de mettre en place un gouvernement pro-russe. Et donc, l'opposition déjà parlementaire, elle considère depuis le début qu'il fallait y aller. Ça, c'est clair. Les nationalistes et les communistes, qui sont les deux partis d'opposition. Et ensuite, dans la population, y compris dans les médias, auxquels moi je suis assez régulièrement invité dans les médias russes, les interventions, c'est pourquoi on a mobilisé que 300 000 hommes, pourquoi est-ce qu'on ne bombarde pas les usines de fabrication de munitions françaises, allemandes, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la grande guerre patriotique, pourquoi est-ce que. Et donc, vous avez notamment quelqu'un qu'on monte de temps en temps dans la télévision française, qui est Vladimir Solovyov, donc qui a son talk show qui s'appelle Solovyov Vecher, auquel je suis invité. Et là, lui, c'est pareil, faut qu'on passe la vitesse supérieure. Donc, le Kremlin est ouvertement critiqué en Russie parce qu'il n'y va pas assez fort. Et les critiques que j'entends autour de moi, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on se retient? Pourquoi est-ce qu'on bombarde pas Kiev? Les Américains ne se sont pas privés pour bombarder Belgrade. Pourquoi est-ce qu'on ne bombarde pas Kiev? Pourquoi est-ce qu'on se contente des stations, des sous-stations électriques? Pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas bombardé, quand je dis nous, c'est les Russes qui parlent, hein. Pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas bombardé le ministère de la Défense ukrainien, le bâtiment présidentiel, la Rada, le Parlement ukrainien? Oui, oui, là, il y a une Alors, critique. Oui. qu'est-ce que répond Poutine à ça et son entourage? Il répond quoi à ce genre de critique?
Euh, il ne répond pas directement, mais il a dit depuis le début que l'Ukraine, c'était la Russie. Enfin, c'était le monde russe. Et que donc, il y a des choses qui sont impossibles à faire, comme par exemple faire une frappe nucléaire, même tactique, sur le territoire de la Rousse de Kiev. C'est inimaginable. Et depuis le début, Vladimir Poutine l'a dit, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'il a longtemps hésité à intervenir. Il est intervenu, puisque généralement nos adversaires aiment bien nous faire des comparaisons en années 30. Pour moi, la Russie était, il y a un an, dans la situation de la France au moment de la remilitarisation de la Rhénanie. Quand on aurait pu mettre fin, on aurait pu liquider Adolf Hitler sans aucune difficulté. Les archives montrent d'ailleurs qu'il n'y avait quasiment pas de munitions parmi les troupes qui remilitaraient la Rhénanie. La France, c'était du point de vue du traité de Versailles en droit d'intervenir. On avait le droit d'entrer, mais le fameux général Gamelin pensait que ce n'était pas une bonne idée. Donc, et la différence, c'est que on n'avait pas Gamelin au Kremlin, on avait Vladimir Poutine, et que quand il a compris que, parce que François Hollande, et vous en avez parlé vous-même, et Angela Merkel et Petro Poroshenko ont dit qu'en fait, finalement, les accords de Minsk, c'était fait pour préparer la guerre et pas pour organiser une Ukraine fédéralisée, décentralisée, respectueuse des minorités, eh bien, il a décidé de devancer, de faire une guerre préventive. Ce que moi, j'estime, nous aurions dû faire en 1936. Donc, Poutine, finalement, il n'a pas à répondre à ça. Il le dit depuis le début. Les Ukrainiens, ils font partie du monde russe. Son discours du 21 février, c'est d'abord un cours d'histoire. Ce n'est pas la première fois dont il en parle. Et tout ce qu'il dit du point de vue historique est d'ailleurs vrai. Et donc, en fait, c'est pour ça que la Russie se retient au maximum et ne bombarde pas les grandes villes. Il se concentre sur les sous-stations électriques. Le seul endroit où vous avez des villes détruites, c'est parce que les Ukrainiens, les Kieviens, pendant 8 ans, ont construit leur ligne de défense en plein milieu des villes et des villages. Est-ce que la ligne Maginot traversait un seul village ou une seule ville française? Non, parce qu'elle était faite pour protéger les Français. Et eux, comme ils ne considèrent pas que le Donbass, ce soit l'Ukraine, ce soit Kiev, ils ont construit leur ligne de défense, ils ont fermé la coquerie d'Avdiivka, par exemple, pour en faire un bastion militaire en plein centre des villes, en profitant de la densité urbaine du Donbass. Donc, Alors, effectivement, un aspect du problème qui est souvent méconnu en France, où on présente les choses de façon extraordinairement schématique. Moi, j'essaie à mon niveau de présenter les choses autrement, comme vous. Beaucoup de Français croient qu'il y a un peuple ukrainien, alors qu'en fait, il y a à l'intérieur de l'Ukraine des gens extraordinairement opposés, entre les gens du Nord-Ouest et les gens du Sud-Est. Et puis, il y a un côté, une petite fibre quasiment de quasi-guerre civile qui pourrait apparaître, puisque il y a beaucoup de couples mixtes d'Ukrainiens et de Russes, il y a beaucoup de chefs même de dirigeants suprêmes de l'URSS qui ont été en partie, qui étaient en partie ukrainiens. Je crois que c'était le cas de Tchernenko, de Khrouchtchev, par exemple, qui avait, je parle sous votre contrôle, hein. Brejnev était Brejnev. de l'Est de l'Ukraine. Et c'est Voilà. lui qui, Donc, avec Staline, c'était les deux plus. Staline était géorgien, Brejnev était ukrainien, et ça a été les deux plus longs règnes des secrétaires généraux du Parti communiste du RSS. Donc, il y a quand même quelque chose, moi, quand on reprend l'historique depuis un an, que j'observe, c'est qu'on a quand même l'impression que Poutine, quand je vois par exemple qu'on nous dit qu'on a été trop naïf vis-à-vis de Poutine, moi j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que c'est un peu Poutine et les dirigeants russes qui ont été un peu naïfs. Moi j'ai un peu tendance à comparer, pour filer la métaphore que vous faites et que je fais également, les accords de Minsk aux accords de Munich, en fait. Mais les accords de Daladier et Chamberlain étant Poutine, et puis Angela Merkel et François Hollande étant Hitler. C'est-à-dire, en fait, ils ont signé un accord qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de suivre. Et on a l'impression que, enfin, je parle sous votre contrôle, que pendant des années, finalement, la Russie a laissé l'Ukraine commencer, comme vous le dites, à réarmer la rive gauche du Rhin, si on peut dire, comme ça a été le cas avec Hitler. Et puis que d'un seul coup, ils ont lancé cette opération et l'impression que ça donne, c'est quand même qu'ils avaient largement sous-estimé la difficulté de l'opération, puisque je rappelle qu'au début, ils ont quand même commencé à la fois par le nord, par l'est et par le sud-est. Et puis ça s'est quand même succédé au bout de 2, 3 mois, je ne me rappelle plus exactement la chronologie, par quand même un plié-bagage. Et je crois qu'il y a eu des licenciements dans l'état-major général. Donc
Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là? Est-ce que vous confirmez cette image que j'ai d'une stratégie qui a été quand même un petit peu vasouillarde dans les débuts? Non, je pense que la Russie a été. Je pense que Vladimir Poutine a pris sa décision un peu précipitée, parce qu'en fait, en tout cas, c'est ce qui a été dit au ministère de la Défense russe. Les Kieviens s'apprêtaient à lancer une opération militaire dans le Donbass au mois de mars. D'ailleurs, tout le mois de février, les bombardements se sont intensifiés donc contre la partie de Donetsk et de Lugansk, surtout de Donetsk, qui était contrôlée par les pro-russes. Et donc, je pense que ce n'était pas une fatalité. Et notamment, il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'est qu'en janvier, alors que les Russes ont quasiment liquidé toutes leurs obligations du Trésor américain, en janvier, ils recommencent à en acheter. Donc, vous n'allez pas vous mettre à acheter des obligations du Trésor américain alors que vous avez déjà prévu absolument de lancer une offensive et vous risquez de vous faire confisquer les fonds. Et ensuite, je pense aussi que si les Russes avaient décidé depuis longtemps de cette opération, ils auraient commencé également à liquider les bons du Trésor, les bons du Trésor qui détenaient, enfin les obligations qu'ils avaient en euros. Donc, je pense que les Russes ont pris cette décision un peu, effectivement, de manière précipitée. Je pense qu'ils comptaient que, en montrant leur détermination, les Kieviens allaient se soumettre. Et là-dessus, ils ont eu raison. Au bout de 24 heures, Zelensky a dit c'est foutu. Les contacts ont été pris immédiatement pour commencer les négociations. Et ce qui fait que j'avais fait d'ailleurs ce tweet qui a été manipulé, que je n'ai pas effacé d'ailleurs, qui est encore sur mon Twitter, où j'avais dit, et c'était au bout de 2 jours. Je dit, mais si ça continue comme ça, on appellera ça la guerre des 2 jours. Parce qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire des conflits, qu'au bout de 2 jours, vous commencez déjà à vouloir capituler. Et je pense que les Kieviens étaient prêts à capituler parce que les demandes des Russes étaient assez modérées. Reconnaissance de la Crimée, qui de toute manière était déjà de facto russe, il fallait que Kiev abandonne les 30 000 mètres carrés du Donbass, qui de toute manière a toujours été russe. Donc, c'était finalement les réclamations des Russes en dehors de la dénazification et de la démilitarisation étaient assez modérées. D'ailleurs, c'est là-dessus que les discussions ont commencé, d'abord par l'entremise israélienne, ensuite par l'entremise turque, et peut-être maintenant par l'entremise chinoise, on le verra bien. Donc, au début, les Russes avaient fait un bon calcul et ils n'ont pas envoyé des troupes pour prendre Kiev. Ça, c'est une ânnerie, parce que déjà, les Occidentaux projettent leur projet en fait sur la Russie, c'est-à-dire obtenir un changement de régime. Les Russes ne voulaient pas un changement de régime. Ils voulaient une espèce de traité de Versailles en fait avec les Ukrainiens. Et surtout, les Russes n'ont pas forcément envie de s'emparer d'un bon gros tiers du territoire ukrainien qui est un énorme boulet. Et d'ailleurs, ce qui finira d'ailleurs, je pense, géré par l'Union européenne. Et je leur souhaite par avance bien du plaisir, comme disait le général. Et donc les Russes voulaient une négociation. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé des troupes vers Kiev. Mais il y avait 20 000 hommes. Avec 20 000 hommes, vous ne prenez pas une ville de 4,5 millions d'habitants. En revanche, l'opération militaire russe s'est déroulée de manière, je pense, inattendue pour les Russes dans le sud, puisque en quelques semaines, ils se sont emparés de toute cette partie qu'ils contrôlent encore et qu'ils ont même réussi à franchir le Dniepr sur le pont pour aller à Kherson. Parce que tout le monde parle du retrait de la Russie, donc de la ville de Kherson, mais les Russes, ils ont fait sauter le pont. Les Ukrainiens n'ont même pas eu le temps de faire sauter le pont pour empêcher les Russes de franchir. Et je pense que d'ailleurs les Russes ne s'attendaient pas à franchir le Dniepr aussi facilement. Parce que, en fait, il y a toute une partie de l'armée ukrainienne qui s'est écroulée face à la Russie, qui attaquait à 1 contre 3. À 1 contre 3. Donc, quand on parle des piètres prestations de la Russie, de l'héroïque défense, il y a eu des actes héroïques du côté de l'armée kievienne, je ne le nie pas, bien sûr. Mais au niveau de la défense, on est quand même en loin du compte. C'est la première fois dans l'histoire où on démarre une guerre à 1 contre 3 et où on l'emporte et où on s'empare. Et encore aujourd'hui, la Russie contrôle plus de 100 000 km² du territoire ukrainien tel qu'il était en 2014. Donc Oui, ça voilà. fait Donc 17-18%, c'est ça. ouais, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que et à ce moment-là, et les Russes avaient fait un bon calcul politique puisqu'ils se disaient les Ukrainiens vont comprendre que cette fois on est décidé et que de toute manière on est rentré dans une guerre si jamais elle a lieu qu'ils ne pourront pas gagner. Et je pense que les Ukrainiens ont été rationnels. Ceux qui n'ont pas été rationnels, ce sont les Européens. Les Américains, eux, ont été rationnels. Ils se sont dit, génial, on va pouvoir couper la relation entre l'Europe et la Russie.
enfin, plutôt entre la Russie et le reste de l'Europe, puisque la Russie est un pays d'Europe. Et donc, et pour eux, ils se sont frottés les mains en disant on va déclencher, on va utiliser ce conflit entre l'Ukraine et la Russie pour couper le cordon, notamment énergétique, et d'abord au sens propre et ensuite d'abord au sens figuré, au sens propre. Et donc là, effectivement, les Russes ont constaté au bout de début avril qu'en fait, il n'y avait pas moyen, mi-avril, qu'il n'y avait pas moyen de négocier avec l'Ukraine parce que désormais, c'était Johnson, hein, le voyage de Johnson est extrêmement important, c'était les anglo-saxons qui décidaient pour l'Ukraine. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ils ont changé de process, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient comme force disponible que ces 160 000 hommes qui ont été envoyés au début. Alors que l'Ukraine, elle commence à mobiliser et très rapidement monter à 500 000, 700 000 hommes. Et donc, Donc le point tournant de ce conflit a été, en effet, on l'a lu ici ou là, mais ça mérite qu'on le rappelle, que vous le rappeliez, c'est effectivement ce fameux voyage de Boris Johnson sur place et qui a, d'une certaine façon, cassé les oui, perspectives d'un accord rapide entre la Russie et l'Ukraine et qui nous ont fait entrer dans cette deuxième phase de cette espèce de guerre qui, elle, semble partie pour durer un temps infini, tant que les Occidentaux enverront du matériel militaire à l'Ukraine. Et on a l'impression quand même, vu de France, d'un front qui est stabilisé, où il y a des pertes considérables du côté de Bakhmut, enfin ça s'appelle autrement en russe, mais Artemievsk, oui. ça fait penser un peu à Verdun, ça fait penser à ce genre de choses où finalement il n'y a pas d'avancée, mais il y a beaucoup de morts. Comment vous voyez la suite des événements et est-ce que, une question qui me brûle les lèvres, est-ce que les missiles qui sont actuellement de plus en plus envoyés par la Russie, et on a beaucoup parlé notamment de l'utilisation pour la première fois de ces missiles Kinjal, Poignard, qui sont des missiles hypersoniques, qui auraient notamment détruit un centre secret de l'OTAN à Kiev, je ne sais pas si tout ceci est vrai, est-ce que vous voyez dans ces armes-là un tournant dans l'histoire de la guerre? Est-ce que vous voyez dans les livraisons faites par la Pologne notamment maintenant de chasseurs et de tanks, est-ce que vous voyez un autre tournant? Comment vous voyez les choses aujourd'hui? Là, on est le 17 mars 2023. Comment ça se passe? Comment vous voyez les choses? Je crois que, en fait, on a pu observer les principes qui étaient les principes moteurs pour l'armée russe et pour les Ukrainiens. Et pour moi, il y a un principe moteur qui finalement, j'avais pas vraiment vu au début, mais m'a fini par me sauter aux yeux en décembre, et notamment, alors plutôt lorsque les Russes ont quitté Kherson, qu'ils pouvaient facilement conserver, c'est que en fait, les Russes veulent le moins possible de pertes et veulent pouvoir continuer à manœuvrer. Donc faire ce que par exemple les Ukrainiens font à Artemievsk, Bakhmut, c'est pas du tout dans la stratégie russe. Et ce principe, c'est d'avoir le minimum de pertes. Donc. Et ça décide de tout. Donc, contrairement à ce on avait pu imaginer, et également pour des raisons climatiques, il n'y a pas eu d'offensive majeure en hiver, ni du côté ukrainien, ni du côté russe. En revanche, les Russes ont continué à faire ce qu'ils font depuis, en gros, la prise de Severodonetsk et de Lysychansk, hein, fin juin, début juillet. Ils détruisent l'armée ukrainienne. Les Russes veulent avoir un effet sur l'armée et pas forcément conquérir du territoire. On peut reprendre l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la destruction de l'armée française qui permet aux Allemands de prendre Paris. Toujours grâce à Gamelin qui envoie notre armée en Belgique, bah, les Allemands passent derrière, percent à Sedan et coupent l'armée française de sa ligne d'approvisionnement, l'encercle, et puis c'est la fin. Donc les Russes veulent ça. Les Russes peuvent abandonner Kherson parce que ce qu'ils veulent avant tout, c'est détruire l'outil militaire initialement ukrainien et maintenant otano-kievien. Et donc, la première armée ukrainienne, elle a été détruite en fait fin juin. Et ensuite, les Russes ont eu affaire à cette deuxième armée qui a été mise en place avec de grosses livraisons de matériel qui ont été faites à l'époque. Vous avez cité la Pologne. La Pologne envoie 250 chars, la Slovaquie 50 chars. Hein. Il faut bien comprendre que l'OTAN a livré plus de chars au printemps 2022 qu'elle en livre maintenant. Et surtout, c'était des chars qui étaient des déclinaisons des chars soviétiques, du T-72, que les Ukrainiens connaissent bien, qui savent entretenir, sur lesquels ils ont été formés, avec des équipages de 3, alors que les équipages de Léopard et de Challenger sont ou d'Abrams, mais à mon avis, il n'y aura jamais d'Abrams, sont des équipages de 4.
Donc, l'aide, quand je regarde l'aide qui est faite aujourd'hui, il y a des choses qui sont pas mal, mais finalement, c'est en dessous de ce qui avait été livré à l'époque. Et surtout, à l'époque, on avait encore des munitions, y compris des munitions soviétiques que l'Ukraine ne produit pas. Donc, on a vidé les stocks de tout ce qu'il y avait de munitions soviétiques. Et donc les Russes ont eu affaire à cette armée-là qui a permis de mettre suffisamment de pression sur Kherson pour que les Russes s'en retirent et de faire cette contre-offensive qui a été la plus spectaculaire, même si finalement, stratégiquement, elle a eu un effet, elle a eu c'est une réussite tactique, mais presque un échec stratégique. Donc, cette offensive spectaculaire qu'on a eue au mois de septembre. Et à partir de là, donc les Russes, eux, se sont repliés derrière une ligne de défense qu'ils ont largement consolidée, bétonnée, les fameuses dents de dragon, etc., qui leur ont permis d'arrêter toutes les progressions ukrainiennes. Et surtout, dans toutes ces offensives, les Ukrainiens ont eu énormément de pertes. Je pense que les chiffres qui ont été annoncés par la presse turque, qui étaient censés être ceux du Mossad, qui n'a pas nié d'ailleurs, de 250 000 tués ukrainiens, Politico aujourd'hui reconnaît, médias américains, plus de 100 000. Donc, ils disent plus de 100 000, ils ne disent pas combien de fois de plus, mais plus de 100 000. Je pense qu'aujourd'hui, 250 000 morts côté ukrainien et à peu près autant de blessés, ça me paraît tout à fait raisonnable d'envisager ça. Alors que Et les Russes côté russe, sont, et côté russe, je pense aussi, les sources du Mossad, enfin, prétendument du Mossad, 20 000 morts tout compris, c'est-à-dire l'armée russe, plus les compagnies militaires privées, dont Wagner, plus les armées des républiques de Donetsk et de Lugansk, qui, elles, en revanche, étaient très mal préparées et qui ont eu des pertes très impressionnantes. Et ça, j'ai pu me rendre compte sur place, j'en ai parlé avec les gens sur place, ça a été une hécatombe. Ça, on ne peut pas le nier. donc pour vous, il y aurait un rapport c'est terrible, de 1 à 12 entre le Ah oui, nombre de oui, oui, morts oui, russes. oui. Ah Si vous oui. voulez, c'est le même rapport de la supériorité de puissance de feu russe. Hmm. Les Russes ont un rapport de 8 à 10, quelquefois 20 contre un canon ukrainien, avec des réserves de munitions. J'en avais parlé quand j'étais allé sur place. J'ai demandé, à chaque tout, je demandais, vous en êtes toutes les munitions, etc. En plus, je connaissais quelqu'un qui était dans l'artillerie. Il m'a dit, écoute, on a fini les réserves des 1980, on est dans les réserves 1990. Donc, ça veut Ah oui. dire que, oui, c'est-à-dire que quand j'entendais sur les médias français, notamment, c'était le colonel Goya, je crois, qui disait qu'il n'y avait plus de missiles, il n'y avait plus de munitions, il n'y avait plus rien, mais c'est une méconnaissance profonde du complexe militaire-industriel russe, que je ne connais pas trop mal parce que j'ai travaillé à l'époque où il y avait de la coopération militaire entre la France et la Russie. J'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai vu quels sont les critères de sélection du matériel. Et quand un matériel est validé dans l'armée russe, dans les complexes militaires israéliens, ça veut dire qu'il peut être produit massivement et à bas coût. C'est-à-dire exactement le contraire de ce que nous, on fait dans les complexes militaro-industriels occidentaux. Et Si j'en crois ce que j'ai lu, à la fois Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a convoqué tous les ministres de la Défense il y a une quinzaine de jours des pays de l'OTAN pour dire c'est la panique, on n'a plus de munitions, il faut en refaire d'ardard. Et si j'ai bien compris aussi, il y a eu cet article, vous l'avez peut-être vu, dans le Washington Post il y a une semaine, qui disait que il faudrait 15 ans pour que le complexe militaro-industriel américain reconstitue les armements qu'ils ont livrés. Alors, je ne sais pas si c'était tout à fait exact ou si c'était un peu sur commande du dit complexe militaro-industriel pour avoir plus de budget, j'en sais rien. Enfin, en attendant, moi, je me rappelle avoir lu des articles de presse à la fin de l'année dernière, au début de cette année, qui disaient, voilà, la Russie, c'est fini, ils n'ont plus de munitions, ils sont... Et puis, en fait, on a l'impression que c'est plutôt l'inverse, en définitive. oui, parce que la Russie a gardé un potentiel de passer à une production de masse, ce que nous n'avons plus. Et il faut bien se rendre compte aussi d'une chose. Il y a eu hier plusieurs articles qui sont sortis où c'était Rheinmetall. Donc Rheinmetall, c'est une des grosses sociétés de production d'armement allemande et notamment d'armement de munitions. Et ils disent, nous, on veut bien investir, et on parle de centaines de millions de dollars, dans des chaînes de production de munitions, qui de toute manière seront prêtes dans 1, 2, voire 3 ans, mais on veut des commandes. Et c'est ce qu'avait dit d'ailleurs le général Gomard. Il avait dit, pour l'instant, on n'a pas de commande, hein. Le complexe militaro-industriel français n'a pas de commande. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'ils veulent bien investir, mais une fois que l'Allemagne aura cette capacité de produire, comme les Russes, 1 million d'obus par mois. Mais une fois que la guerre en Ukraine sera terminée, ils vont en faire quoi? Ça reste du business, vous comprenez?
Donc, soit l'État allemand notamment. nationalise Rheinmetall et les oblige à investir 200 millions de dollars ou 100 millions de dollars, je sais pas combien il y en a, pour produire une usine qui, de toute manière, pourra produire réellement en cadence accélérée dans plusieurs années. Si j'ai bien compris, un approvisionnement en kérosène absolument énorme. Si j'ai bien compris, ça consomme du 4 à 7 litres au kilomètre selon les terrains et la vitesse. Donc il faut, j'imagine, des capacités logistiques pour apporter tout ça sur le terrain. Est-ce que tout ça n'est pas voué à rester à l'état d'exemplaire ou bien parce que la pire des choses pour une armée, je parle sous votre contrôle, c'est d'avoir du matériel extraordinairement disparate et avec des gens qui ne sont pas formés pour. Hein. Et surtout, si vous voulez, il faut voir pourquoi est-ce que nos chars ont été fabriqués. Nos chars ont été fabriqués pendant la guerre froide. Ils étaient chargés de ralentir la progression russe, enfin soviétique, en attendant que les Américains débarquent. Et donc, ils étaient faits plutôt pour tirer en reculant et pour utiliser nos infrastructures. Donc, ils étaient lourds, ils étaient très blindés et ils tiraient loin et rapidement. Le problème, c'est que ces chars n'ont jamais été faits pour envahir l'Union soviétique. On était dans une guerre de défense. Et ils ne sont pas du tout faits pour utiliser non seulement les ponts, les infrastructures ukrainiennes qui ne sont pas entretenues depuis 30 ans, mais même pas les infrastructures polonaises. Et si vous lisez les rapports quand il y a des manœuvres en Pologne, c'est systématique. Les ponts sont pas adaptés, les infrastructures sont pas adaptées. Il va falloir investir, etc., etc. Et même les transporteurs routiers vous le disent. Les consignes qui sont données quand ils vont livrer, quand les semi-remorques vont en Pologne, c'est attention, tous les ponts sont pas utilisables. Donc, on livre, vous l'avez très bien dit, du matériel disparate. Il n'y a rien de commun entre un Challenger 2 et un Léopard 4, 5 ou 6. C'est même pas la même munition dans le canon. Et surtout, des munitions, on n'en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que je dis que l'aide militaire qui a été fournie en avril, mai, juin par l'OTAN, qui consistait en des matériels soviétiques et des munitions soviétiques, était bien plus utile que ce qu'on livre aujourd'hui pour l'armée pour l'armée ukrainienne. Sauf les blindés d'infanterie qu'on a vu arriver, les Bradley et les Marder, qui là vont donner qui me paraissent beaucoup plus sérieux. Mais c'est pas avec ça qu'ils vont aller très loin. Ça Hmm. reste que des blindés d'infanterie. Alors, il y a quelque chose que je parle aussi sous votre contrôle, c'est vous l'homme de l'art, mais je m'y intéresse aussi, puis beaucoup de gens s'y intéressent. Ce conflit donne quand même déjà, me semble-t-il, a fait déjà des percées conceptuelles. La première, c'est que on mesure sur le terrain et dans les événements que un pays qui a des armes nucléaires ben, hésite à s'en servir. Et que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France. Donc, est-ce que l'on n'assiste pas un peu à une espèce de comment dirais-je, de déréalisation de l'armement nucléaire? Ça, c'est une première question. C'est-à-dire que qui est-ce qui aura le cran pour appuyer sur le bouton qui fait sauter l'humanité entière? Et puis la deuxième chose aussi, c'est qu'on a vu apparaître, me semble-t-il, beaucoup d'armes nouvelles qui sont ces fameux drones et j'ai eu cru comprendre que la Russie eh ben, était un peu démunie, avait été obligée de se procurer des drones en Iran. Alors, est-ce que c'est exact? Est-ce qu'il était, j'ai cru voir qu'il allait y avoir une usine construite par les Iraniens en Russie pour fabriquer des drones. Et la Russie, semble-t-il, manque de drones, mais qu'en est-il des pays de l'OTAN et qu'en est-il de la France aussi sur ces fameuses histoires de drones? Parce que est-ce que c'est pas une des armes du futur, ça que ça coûte finalement très peu cher et avec un drone, on pourrait éventuellement aller détruire avec deux, trois drones un porte-avions qui vaut des milliards. Alors, sur le nucléaire, en fait, la doctrine nucléaire russe, c'est la doctrine nucléaire française. C'est-à-dire que le nucléaire sert à dissuader du nucléaire et à sanctuariser le territoire russe. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'utilisation prévue dans la doctrine nucléaire russe de l'arme nucléaire tactique, c'est-à-dire sur le champ de bataille. Et en plus, quand on parle du nucléaire tactique, on se dit c'est des petites bombes nucléaires, mais en fait, ça fait quand même, je ne sais pas, notre Pluton, vous vous souvenez, on avait le Pluton, je crois que c'était 20 kilotonnes. 20 kilotonnes, c'est plus qu'Hiroshima. Donc, les Russes ne vont pas utiliser de l'arme nucléaire tactique sur un territoire qu'ils considèrent comme le territoire sacré de la Rousse de Kiev ou de l'Empire russe. Donc ça n'arrivera pas. Les seuls qui ont remis en cause donc ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée, hein, la MAD, ce sont les Américains. C'est Rumsfeld,
qui a commencé à parler. Et si on faisait des petites bombes nucléaires de 1 kilotonne avec un tir de précision, donc qui ont estimé qu'on pouvait remettre en cause cet acquis, je dirais, stratégique de la guerre froide, c'est qu'il y a un seuil nucléaire et que ce n'est pas la peine de dire, attendez, on va juste envoyer 10 kilotonnes, on est d'accord, on va se battre avec des 10 kilotonnes. Non, le nucléaire, comme disait Sartre, l'humanité a été mise en possession de sa propre mort. Si quelqu'un utilise le nucléaire, c'est l'escalade directe et c'est la fin du monde. Le général Todd Walters, qui commandait les forces alliées en Europe, donc le général américain, vous trouverez la vidéo sur Internet, a dit devant le Congrès qu'il était partisan d'une frappe en premier nucléaire contre un pays qui n'a pas utilisé l'arme nucléaire. Mais il n'y a que les Américains qui disent ça au monde. Il n'y a que nous ne le disons pas. L'Angleterre, de toute manière, l'Angleterre n'a pas de souveraineté nucléaire. Et les Russes n'ont jamais remis en cause ce qui est leur doctrine, c'est-à-dire nous utiliserons l'arme nucléaire si vous nous attaquez, avec du nucléaire, ou si la survie de l'État russe, c'est-à-dire en gros vous apprêtez à prendre Moscou, est en danger. Donc sur le nucléaire, je vois pas de changement, et je pense au contraire que si l'OTAN n'interviendra pas, à mon avis, directement, et on a vu avec l'accident du drone qui s'est passé, c'est que finalement, les Américains qui sont toujours en train de taper du poing sur la table, le ministre de la Défense, enfin le secrétaire d'État à la Défense, Lloyd Austin, a appelé son homologue Shoigu pour lui dire oui, bon, faudrait quand même on discute plus souvent, alors qu'ils ont perdu un drone à 50 millions de dollars quand même. Le chef d'état-major le général Miley a appelé le général Gerasimov, pareil. Donc, c'est plutôt rassurant. Je pense qu'au contraire, c'est ce que je citais il n'y a pas longtemps, là, c'était Lucien Poirier, il appelait ça le pouvoir rationalisant de l'atome. C'est-à-dire que ça vous oblige à baisser d'un ton parce que sinon, c'est la fin du monde. Voilà Oui, pour le j'ai vu ces déclarations tout à fait, ces prises de contact qui ont Oui. filtré dans la presse et qui sont intéressantes, en effet, qui montrent que c'est comme si c'était un peu une espèce de jeu cruel, mais qui restait quand même un jeu avec une volonté des deux acteurs principaux et qui était bien conscient de ne jamais arriver aux extrêmes. Mais C'est quand on même l'a quelque vu, chose. au moment lorsque les Ukrainiens ont tiré un S-300 qui a raté son objectif, ou peut-être l'ont-ils fait exprès, qui a fini par taper un tracteur polonais et a tué deux paysans polonais. Tout de suite, Kiev a dit ça y est, c'est la guerre de l'OTAN contre la Russie, parce que c'est le but de Kiev, c'est d'entraîner l'OTAN dans la guerre directement. Une partie des Polonais ont renchéri, puis rapidement, Joe Biden a fait une déclaration en pleine nuit, je ne sais plus où il était, c'était au G20, je crois, enfin quelque chose comme ça. Et il a dit non, 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 il n'y a aucune preuve que c'est les Russes. Oui. Et tout de suite, on est redescendu. Donc on voit bien que les Américains sont prêts à se battre jusqu'au dernier des Polonais, au dernier, peut-être des Polonais aussi, au dernier des Ukrainiens, mais eux n'ont pas envie, parce que si c'est la guerre nucléaire, les bombes russes, ils iront directement sur Washington et sur New York. Vous voyez. Avec Donc notamment là-dessus, les nouveaux sous-marins, la nouvelle génération de sous-marins russes qui a été mis en valeur dans les médias du côté nouvelle russe. génération de sous-marins, missiles stratégiques, planeurs hypersoniques, Alors etc. ça, alors on revient, avant de Oui. parler des missiles hypersoniques, les drones, parce que ma question sur les drones, est-ce qu'il Oui. y a des Alors, drones les drones, innovants alors, les drones, déjà, il faut voir ce dont on parle. Il y a une utilisation des drones qui a été extrêmement décevante pour Kiev, qui avait beaucoup investi dans les Bayraktar, donc ces drones moyens, qui ont été si efficaces contre l'Arménie, utilisés par l'Azerbaïdjan. Le problème, c'est que les Russes ont la meilleure des CA au monde, une aviation, ce que n'avait pas l'Arménie. Et donc, en fait, pour un drone qui coûte 5 millions de dollars, en fait, ça a été une véritable hécatombe. Et ça n'a pas eu le résultat donné. D'ailleurs, on n'en parle quasiment plus. Au début du conflit, on nous parlait de cette arme miracle. Maintenant, en fait, même Bayraktar n'est pas très chaud pour en livrer parce que après le coup de publicité excellent qui avait été obtenu dans le conflit dans le Nagorno-Karabakh, pour le coup, ça a été la mauvaise relation publique. Donc, ces drones-là, ces drones moyens, c'est un échec. Et le drone Reaper qui s'est écrasé également montre que rien pour l'instant ne remplace un avion avec un pilote dedans. Bon. Ça, c'est une première chose. Les drones, en revanche, qui se sont montrés extrêmement efficaces, donc ceux dont vous parliez, c'était les drones Shahed iraniens, que les Russes appellent Géranium, chez nous. Donc les Ah, drones Geran, Géranium. je pense, oui, les Russes aiment bien donner des noms de fleurs à leurs canons, c'est assez drôle d'ailleurs. Et donc là, en l'occurrence, c'était un drone. Moi, je ne pense pas qu'il soit. Peut-être une première. Les Iraniens, on y est en avoir livré. Peut-être qu'au début, les Russes en ont utilisé peut-être pour les tester, ceux qui avaient été livrés, mais je pense plus vraisemblablement qu'ils les produisent sur place. Pourquoi?
parce que c'est des technologies extrêmement basiques. C'est un drone qui coûte 10 000 $ la production et qui va entraîner des coupures d'électrique majeures en Ukraine. Vous voyez. Donc et surtout, les Ukrainiens sont obligés de tirer des missiles qui coûtent des centaines de milliers de dollars. Vous voyez, ou si, par exemple, ils utilisent le Patriot, puisqu'ils vont livrer des Patriots, le colonel McGregor disait que c'était 1 million de dollars le missile Patriot. Donc, vous voyez, il y a un rapport entre le coût qui est dépensé. Et donc on part d'un drone qui coûte entre 10 et 20 000 $. Ce drone, en fait, c'est un moteur chinois. C'est pour ça on dirait une espèce de mobilette qui vole, très difficilement interceptable parce qu'il n'est pas très gros, avec une charge explosive significative qui doit faire quelque chose comme 50 kilos. Donc, on est quand même dans quelque chose de sérieux. Et surtout qui est imbrouillable parce qu'en fait, vous lui rentrez les coordonnées avant le décollage et il va sur la cible. Donc, il n'y a rien à brouiller. Il suit son propre chemin. Donc, c'est quelque chose, c'est le genre d'arme que moi, j'aime bien parce que c'est simple, c'est pas cher et ça fonctionne. Et vous pouvez en produire en masse. Et à mon avis, aujourd'hui, ces drones-là, c'est sans doute sous licence iranienne, mais je pense qu'ils sont produits en Russie. Les Russes n'ont aucun problème pour assembler un moteur chinois, 50 kilos d'explosifs et un système assez basique de guidage. Donc ça, Et c'était la, une et grosse... la- et la France, nous, on fait quoi? Alors nous, on est dans les choux. Ça date pas d'hier. On a complètement loupé le virage du drone. Après, il y a différentes catégories de drones. J'ai fait une vidéo il y a 1 an et demi sur les drones. Je peux renvoyer vos auditeurs D'accord. elle est disponible sur Odyssée. En fait, il y a une veille stratégique et technologique qui est faite par Dassault, donc qui a mis en place. Donc, mais là, c'est vraiment, on parle d'un drone lourd. Hein, c'est un chasseur quasiment un chasseur qui est fait pour accompagner le Rafale. Donc, je pense que là-dessus, on est bien parce que Dassault, c'est vraiment l'excellence française pour l'instant, tant que ça n'a pas été dépecé. Sur les drones moyens, en fait, on achète, je crois qu'on a acheté l'équivalent du Reaper, on a acheté de la technologie américaine, mais je crois il y a de la recherche, mais je crois qu'on est largué dans ce domaine-là. Et sur les drones suicides, c'est guère mieux. Et sur le Garand, je pense qu'on a. Mais le Garand, c'est assez innovant par sa simplicité et par son utilisation. En revanche, quelque chose que tout le monde peut pratiquer, à mon avis, c'est là la véritable percée des drones. C'est que la reconnaissance pour l'artillerie, pour l'infanterie, est désormais faite par des drones Mavic 3, je crois que c'est chinois d'ailleurs, qui sont adaptés pour larguer des grenades ou pour faire de l'observation. Et là-dessus, je rebondis sur ce que vous disiez. Est-ce que c'est quelque chose d'innovant? Oui, c'est innovant, mais ce n'est pas non plus décisif. Parce que si jamais évidemment, vous pouvez faire de la reconnaissance à pas cher, en avant, en haut des lignes ennemies, mais à un moment ou à un autre, il faut avoir un canon pour tirer dessus. Et donc, on en revient sur ce déséquilibre fondamental qui fait que les Russes sont certains de gagner, c'est l'artillerie. Et quand la Russie tire entre 8 et 10 obus, l'Ukraine en tire 1. Je pense même qu'aujourd'hui, le ratio est même encore en train de baisser. C'était dans le New York Times hier, qui disait Alors, que l'utilisation. Ouais. les missiles hypersoniques, donc, est-ce que c'est vrai qu'il y en a eu 6 qui ont été tirés là, récemment? Et puis, alors, moi, je crois que le grand public découvre en France ben, que non seulement la France n'a pas de missiles hypersoniques, mais semble-t-il, les États-Unis non plus. Et qu'en fait, si j'ai bien compris, il n'y a que 3 pays au monde qui ont des missiles hypersoniques, c'est la Russie, la Chine et la Corée du Nord. Est-ce que je me trompe? Vous avez tout à fait raison. C'est quand même Les incroyable. Américains en sont à 3 tests réussis. À Mach Hum. 5, le plus lent des missiles hypersoniques russes, c'est le Tsirkon, il va à Mach 8. C'est un missile anti-navire qui d'ailleurs rend complètement obsolète les porte-avions, tout ce genre de technologie. En fait, les missiles hypersoniques, ça a été la grande surprise en mars 2018, quand Vladimir Poutine a annoncé, c'était son discours devant l'équivalent du discours devant le Congrès, où il annonce les nouvelles armes russes et où il dit, vous n'avez pas voulu écouter, et ben maintenant vous allez nous écouter. Et Ah en oui, je me fait, rappelle très bien. Il y avait eu tout un discours d'ailleurs en disant qu'il frimait, que voilà, c'était. et ça, Ouais, ouais. oui, Hum. nos experts de plateau, ce que j'appelle les gamelins, étaient en train de Oui. rigoler, d'en laisser dans l'air. Ah, 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 il est en train de bluffer. Bien sûr que les Russes sont pas capables de faire ça. Maintenant, plus personne ne rit. Hein. Ouais. Et en fait, tout ça, ça vient d'où? Parce qu'il faut revenir à ça. Tout ça, ça vient de George Bush Jr., qui en 2002
remet en cause un des héritages positifs de la guerre froide, qui était un traité qui avait été signé au début des années 70, en 71-72, qui est le traité qui interdisait les missiles antimissiles. C'est-à-dire qu'il fallait les gens qui, il y a 50 ans, les dirigeants américains et soviétiques se sont rendus compte que non seulement on pouvait avoir une escalade du nombre d'ogives, mais que finalement il y avait un équilibre de la terreur, ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur, et qu'il fallait le conserver. Donc pour ça, tous les Américains et les Soviétiques se sont mis d'accord pour qu'on ne fabrique pas de système antimissile. Comme ça, c'est l'équilibre de la terreur, et comme ça, on n'utilise pas l'arme nucléaire. Encore une fois, le général Poirier, le pouvoir rationalisateur de l'atome. Et ça a d'abord été remis une première fois en cause par Ronald Reagan, du point de vue purement théorique. Avec le Et bouclier spatial, voilà, mais qui en fait n'est jamais sorti des la guerre cartons, des étoiles, oui. voilà, qui était un énorme coup de bluff dans lequel Oui. l'administration soviétique, et notamment Gorbatchev, est tombée à pieds joints. Et en revanche, mais Ronald Reagan n'était pas sorti du traité de l'interdiction des systèmes antimissiles, mais George Bush Jr., en 2002, je crois, en sort. Et en espérant lancer, comme dans les années 80, une nouvelle course que les Soviétiques, que les Russes seraient incapables de suivre, comme ils avaient été incapables de suivre parce qu'ils avaient du retard dans l'informatique, on revient les microprocesseurs, etc. Donc ça, c'était la stratégie pas très originale, c'est toujours Hollywood, c'est jamais très original, de George Bush Jr. Et seulement là, Vladimir Poutine le dit à l'époque, nous, on a bien compris que les systèmes antimissiles, on n'arriverait pas, donc on va améliorer nos vecteurs. Et là, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire et en fait, ils ont amélioré les vecteurs. Et en 2018, Vladimir Poutine a déclaré qu'ils avaient le Poséidon, c'est-à-dire c'est un drone sous-marin qui peut aller amener une bombe jusqu'à dans le port de New York, une bombe atomique, contre lequel il n'y a aucun système qui peut l'arrêter, et notamment ce système antimissile qui a été mis en place dans toute l'Europe. Les armes hypersoniques. Donc, vous avez les missiles de croisière hypersoniques, c'est le Kinjal. Maintenant, il y a également je sais plus comment il s'appelle, bon, enfin, missile anti-navire, l'équivalent. C'est pas le Poséidon, c'est peu importe. Et donc, c'est un missile de croisière. Et vous avez le planeur stratégique, c'est-à-dire que ça fonctionne comme un missile stratégique, ça sort de l'atmosphère. Et mais au lieu de larguer des ogives multiples, il largue un planeur qui vole à Mach 27. Mach Ah 27. oui. Ou Mach 17, pardon, Mach 17, je crois. Enfin bon, c'est des vitesses où en fait c'est un plasma, c'est même plus c'est un plasma, c'est inarrêtable. Donc en fait, c'est vraiment la destruction mutuelle assurée. Et aujourd'hui, tout le monde a bien compris que les Russes ne bluffaient pas. Alors, il y Et a quelque chose, je vais vous poser une question un peu grand public, mais enfin, je suis là pour ça. Est-ce qu'on est certain, sûr et certain, qu'à force de livrer des armes à l'Ukraine, dont certaines, comme les canons César, sont accusées par les Russes d'avoir participé à la mort de civils dans le Donbass, est-ce qu'on est certain qu'à un moment, l'ours russe ne va pas se fâcher? Et est-ce qu'on est certain que les Russes ne vont pas un jour envoyer un missile sur un pays de l'OTAN qui ne serait pas un, comment dirais-je, une arme nucléaire, qui pourrait être un missile hyper véloce, enfin hypersonique, comme celui dont on vient de parler, et qui pourrait être, je lance une idée, hein, mais par exemple pour frapper un pays comme la France, par exemple, dans une zone inhabitée, donc pour pas faire de mort, mais à titre de voilà de mise en garde, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on est et ça montrerait qu'on est complètement incapable d'arrêter quoi que ce soit. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît envisageable, ce genre d'attaque mise en garde, contre laquelle je ne suis pas sûr que l'OTAN se mobiliserait s'il n'y a pas eu de mort ou pas eu de grosse destruction? alors, du point de vue de la doctrine russe, c'est quelque chose d'envisageable parce que en Avec 2020. excusez-moi, avec un armement Mhm. conventionnel, hein, ça serait un missile Oui, oui, hyper oui, véloce, oui, oui. avec un armement conventionnel qui exploserait ou qui détruirait je sais pas, un atelier militaire quelque part où il y aurait pas de mort, voilà. Donc ça, vous dites que ça n'est pas exclu. C'est pas exclu du point de vue de la doctrine russe, puisque en 2021, avec la fabrication de série des armes hypersoniques, donc son entrée en fonction dans l'armée russe,
les Russes ont dit que désormais l'arme hypersonique était un échelon intermédiaire dans la dissuasion. Ça veut dire quoi? C'est que entre l'arme nucléaire et le conventionnel, l'armée conventionnelle, il y a l'hypersonique pour dissuader. Et donc, nous, on avait dans la doctrine nucléaire française l'ultime avertissement, c'est-à-dire que c'est en gros, on va tirer un missile nucléaire dans l'océan pour bien montrer qu'on est déterminé à l'utiliser. Ça paraissait un peu, ça avait été très critiqué, mais en fait, c'était pas idiot. Et puis ça évite de passer directement à l'apocalypse. Et en fait, c'est un peu ça. C'est un peu l'ultime avertissement russe. Et ce que vous dites pourrait arriver si l'Ukraine tirait un vecteur de l'OTAN sur une ville russe. Crimée y compris. C'est-à-dire que, par exemple, si les Américains livrent, vous savez que l'HIMARS, c'est un système modulaire, vous pouvez tirer les missiles que les Ukrainiens ont actuellement. Alors, actuel, c'est 80 km, mais vous pouvez aussi mettre un gros missile qui va jusqu'à 300 km et donc qui pourrait non pas atteindre Moscou, mais atteindre la ville de Belgorod, la ville de Koursk, des villes qui sont à cette distance. Et là, effectivement, je pense qu'il y aurait une riposte conventionnelle sur un pays de l'OTAN. Donc, alors là, on vient de parler longuement des problèmes de matériel militaire et de doctrine militaire. Si on revient un petit peu sur le terrain, quels sont le but de guerre maintenant de la Russie, qui a évolué au cours du temps, si je comprends bien? En particulier, est-ce que oui ou non, la Russie, à votre avis, a pour objectif non seulement de conquérir toute la région de Kherson, mais également de mettre la main sur Odessa pour rejoindre à la Transnistrie et donc en fait faire du reste de l'Ukraine un pays enclavé et que tout le nord de la mer Noire soit désormais russe? Est-ce que c'est un objectif de guerre? Est-ce que c'est crédible? Je crois avoir, il me semble qu'ils ont lancé des missiles sur la ville de Odessa hier ou il me semble-t-il, ou avant-hier. Est-ce que ça fait partie des objectifs de guerre? Et puis alors, un autre but de guerre que l'on fait miroiter aux Français, on dit, mais Poutine, en fait, il veut conquérir toute l'Ukraine, et après ça sera la Pologne, et puis l'Allemagne, et puis la France, etc. Donc, personnellement, j'ai expliqué que je n'en croyais rien. Mais donc, quelle est, à votre avis, une des perspectives de cesser le feu, voire ensuite d'accord de paix, et sur quelle base géographique ceci pourrait se produire une fois que peut-être les Américains se seraient un peu débarrassés de Zelensky? Moi, je pense que les Russes, au minimum, ce qu'ils visent aujourd'hui, c'est Kharkov et Odessa. C'est complètement coupé, non seulement ce qui restera de l'Ukraine, mais les autres pays de l'Est, en tout cas pas les couper, mais contrôler le port d'Odessa. C'est pour moi la cible principale aujourd'hui des Russes, de ce qui leur manque, même devant Kharkov. Il y a des raisons historiques, c'est parce que c'est la Nouvelle-Russie, c'est cette circonscription administrative qui a été créée par la Grande Catherine à la fin du XVIIIe siècle. C'est aussi, Poutine a utilisé le mot Nouvelle-Russie dans son discours encore quand il a fait le 21 février. Donc, c'est comme Poutine, contrairement à certains autres présidents, ne parle jamais pour ne rien dire. S'il a utilisé le terme Nouvelle-Russie, c'est qu'il y a bien une fonction. Ensuite, les Russes ont la chance, entre guillemets, en Ukraine, c'est que la partie riche de l'Ukraine, c'est-à-dire les ports, l'industrie et une bonne partie des terres à base de tchernosium, c'est la partie russe. C'est toute cette partie de la Nouvelle-Russie qui est profondément russe. Il faut voir d'ailleurs que sur les 10 grandes villes ukrainiennes, 8 ont été fondées par les Russes. Il n'y a que Kiev et Lvov qui ont été fondées à l'époque de la Russe de Kiev. Et Lvov un peu plus tard, à l'époque, c'était pas une très grande agglomération, mais après, c'était une ville qui a pris surtout à l'époque de l'Autriche-Hongrie, Lemberg, etc. Mais donc, l'essentiel de l'Ukraine, c'est la Russie, en fait. Hein, et ça, je pense que cette partie de la Nouvelle-Russie, c'est quelque chose que les Russes veulent récupérer pour des raisons historiques, économiques et militaires. Ensuite, il faut voir aussi une chose, c'est que les Russes n'ont pas forcément envie de dépenser leur fortune pour redresser la totalité de l'Ukraine. Ce qu'ils vont vouloir faire, je pense, c'est s'emparer de cette zone-là et une grande zone tampon avec leur programme initial, c'est-à-dire démilitarisation, mais ça, bon, c'est quasiment... Une fois qu'ils auront détruit l'armée otano-kievienne, il n'y a plus d'industrie militaire, il n'y a plus rien, c'est terminé. Et dénazification.
Et ça, c'est pas un terme en l'air, c'est-à-dire que les avenues Stepan Bandera, les mémorials à Shushkevich, le mémorial à Shushkevich, le mémorial comment il s'appelle, euh, Melnik, tout ça va être et surtout liberté linguistique, liberté de culte, etc. Tout ce qui était détruit par l'Ukraine. Et l'Ukraine sera neutralisée au sens propre du terme. Et moi, je ne pense pas que la Russie ait tellement envie de prendre des immenses morceaux de territoire qui ne valent pas grand-chose et qu'il va falloir financer. Et qui En revanche, serait par ailleurs peuplé de populations extrêmement hostiles en plus. à mon avis, vous savez, c'est un peu comme au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient tous résistants. Vous voyez. Donc, je pense qu'il y aura un choc quand les crimes de Kiev auront été révélés, surtout les crimes qui ont été commis, parce que c'est véritablement criminel, la manière dont les conscrits ukrainiens sont envoyés sur le front, c'est tout simplement monstrueux. Donc, tout ça, quand ça va sortir de la propagande, les Allemands ont subi un double choc en 1945. Non seulement on leur avait dit qu'ils étaient la race supérieure, qu'ils étaient super forts, mais en fait, ils ont perdu la guerre. Et deux, ils ont découvert les crimes que leur gouvernement avait commis en leur nom. Et je pense que les populations ukrainiennes auront le même choc. Voilà. Et je pense que les Russes laisseront volontiers la reconstruction de l'Ukraine à l'Union européenne. Et que ça fera, écoutez, on finance déjà la Pologne, les Pays-Baltes, la Tchéquie, la Slovaquie. Oui, j'ai vu que M. Thierry Breton, parlant en notre nom à tous, a dit que de toute façon, un point de non-retour avait été atteint quant à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ce qui est quand même complètement délirant, puisque c'est des centaines de milliards de dollars qu'il va falloir pour la reconstruction. Donc, il préempte des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros du contribuable français. Ouais, je trouve ça hallucinant. Enfin, ça, c'est un aparté, Ouais. c'est un incident. Comme le temps passe et que je ne voudrais quand même pas que ça dure trop longtemps, je voudrais maintenant on passe un peu aux questions géopolitiques générales avec donc ce grand voyage de Xi Jinping à Moscou. Qu'est-ce que l'on en dit? Ça va être spectaculaire. Il va y avoir, en tout cas, je pense que vu de Washington, il me semble que Washington commence à avoir des inquiétudes sur les évolutions du monde telles qu'elles se produisent et qui ne correspondent pas à ce qui était attendu, en fait. Ah bah écoutez, notamment ce succès diplomatique chinois de la réouverture des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran, dans la presse américaine, je crois que c'était dans le Washington Post ou dans le Wall Street Journal, je me souviens plus, Washington Post, disait clairement c'est un échec américain. Donc, effectivement, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est quoi en fait cette réconciliation? C'est que l'Iran et l'Arabie saoudite sont sur la route des routes de la soie. Et les routes de la soie, c'est pas un projet militaire, c'est pas un projet diplomatique, c'est un projet commercial. C'est un projet du ministère du commerce chinois. Et c'est le doux commerce, si vous voulez, qui était cher à certains philosophes du 18e, si je me souviens bien. C'est-à-dire que les Chinois se sont dit, bon, nous, on a besoin d'une route qui nous évite d'utiliser les océans qui sont contrôlés par la flotte américaine. Et donc, ben, il faut qu'on aille, comme à l'époque de Marco Polo, jusqu'en Occident, en Europe occidentale, en passant par d'autres chemins. Donc vous avez ce chemin, et à mon avis, il va en être question avec Vladimir Poutine, qui est la route maritime du Nord, c'est-à-dire la route qui passe par l'Arctique. Vous avez le chemin qui passe des chemins terrestres, donc on observe un grand développement de voies ferrées qui passent par la Russie, qui passent par le Kazakhstan, et vous avez donc cet axe qui passe par l'Iran également, et surtout que l'Iran est à l'intersection d'un autre axe qui est l'axe nord-sud, qui passe par la Caspienne et qui également est en train de se développer. Et donc en fait, ce qu'on en observe, c'est que les Chinois sont en train de remodeler le monde par des routes commerciales. Et ça ne veut pas dire qu'ils veulent pas, comment dire, qu'ils n'ont pas d'ambition politico-stratégique, mais globalement, c'est totalement différent de l'approche, je dirais, un peu traditionnelle occidentale, qui est de conquérir par la force, de soumettre. Non, les Chinois arrivent en disant, ah, on a des choses qui vous intéressent, vous avez des choses qui nous intéressent, faisons du commerce. Et ça, effectivement, il y a de bonnes raisons pour que ça fasse peur à Washington, d'autant plus que le mythe qui était de dire la Russie va devenir hyper dépendante de la Chine, c'est pas vrai. De par ces routes, en fait, c'est la Chine qui est même plus dépendante de la Russie que l'inverse. Et surtout, la Chine, dans son développement, a besoin de cette énergie bon marché russe. Et les Russes ne veulent plus vendre leur énergie
à l'Europe, qui est un client instable. Et vous voyez les dernières déclarations de Miller, le patron de Gazprom, c'était il y a 15 jours, 3 semaines. Il a dit désormais, nos infrastructures iront vers l'Asie. Donc je pense qu'on va avoir là, comme déclaration, on pourrait très bien avoir la construction, donc qui est déjà d'ailleurs du point de vue des études en cours, de Force de Sibérie 2. Donc, Ah oui, vous vous souvenez qui est un peu qu'après la, l'équivalent du Nord Stream, mais côté c'est ça. chinois. Et il y a Nord Stream, Force de Sibérie 1, et déjà qui avait été lancé en 2015, comme par hasard au lendemain des sanctions contre la Russie. Et tout le monde disait ça va pas marcher, c'est comme le pont de Crimée, ça marchera pas, ils sont pas capables de le faire. Bah, ça fonctionne très bien, merci. Et donc, et vous avez en plus l'exploitation du gaz de schiste au nord, donc dans l'Arctique, où Total a investi plusieurs milliards de dollars. Ils sont pas partis d'ailleurs. Et à mon avis, ils ne partiront pas. Et je pense qu'ils aimeraient même bien continuer à investir parce qu'il n'y a pas tant de gaz que ça disponible sur la planète. Mais une partie donc de ce gaz va vers la Chine, va vers l'Asie, en passant par cette fameuse route maritime du Nord. Les Russes sont en train de construire toute une flotte de tankers brise-glace. On va avoir des nouvelles voies qui vont se créer et ça va dans le projet de la Chine. Et c'est un projet pacifique. Un projet pacifique, c'est ça qui est important. Le Et rapprochement saoudien-iranien, d'abord, c'est les deux grandes puissances de l'islam, sunnite et chiite. Ça va faire un trouble dans le régional. Je vois que déjà, il est question de ne plus subventionner, de ne plus armer les Houthis au Yémen. Donc, je vois aussi, enfin, qu'est-ce qui peut advenir de la cinquième flotte américaine qui est au Bahreïn, dont la monarchie est sunnite, mais dont la population est majoritairement chiite. Donc on sait qu'il y avait derrière des déstabilisations iraniennes. Mais si tout le monde se met d'accord, est-ce que les Américains, avec leur, leur siège de la cinquième flotte, risquent pas de se retrouver pris en sandwich si tout ce petit monde se retrouve derrière la Russie et la Chine? surtout s'ils commencent à commercer par des routes alternatives. Ben oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la Russie, là, on a la Chine qui réconcilie, vous l'avez parfaitement dit, la puissance chiite avec la puissance sunnite. Mais vous avez eu, il y a 4 ans, de mémoire, la Russie qui a réconcilié l'Iran, enfin qui a fait s'entendre, il ne s'agit pas de se réconcilier, mais l'Iran et l'autre grande puissance sunnite qui est la Turquie. C'est-à-dire que vous avez les Russes et les Chinois qui font de la diplomatie, et nous, on menace le reste de la planète. Et on menace ceux qui ne veulent pas appliquer les sanctions. Et d'ailleurs, l'Arabie saoudite, avec l'avènement de Mohamed Ben Salman, MBS, a pris un tour totalement souverain que j'aimerais bien voir la France prendre d'ailleurs. Et la première chose le premier geste qui était très impressionnant, c'était à la fin de l'année dernière, lorsque les sanctions sur le pétrole russe sont arrivés, tout d'un coup, l'Arabie saoudite et la Russie se mettent d'accord pour baisser la production de 2 millions de barils par jour. Et ce qui fait que les effets des sanctions contre la Russie ont été annulés, puisque ça a augmenté une augmentation du prix. Ils se sont mis d'accord déjà il y a plusieurs mois avec les Chinois pour commercer en devise nationale ou en yuan, etc., pour vendre en yuan. Aujourd'hui, vous avez des tas de systèmes de paiement qui se mettent en place alternatifs. Je pense que le rouble numérique, le yuan numérique, tout ça vont arriver en avril, mai. Donc n'importe qui pourra commercer avec la Russie en s'ouvrant un compte en rouble numérique à la Banque centrale. On a une avancée technologique qui fait que cette guerre que mène l'OTAN contre la Russie paraît limite désuète, en fait. Alors que le monde, Oui. le reste du monde est en train comme vous le disiez très bien, tout est en train de changer. Et surtout, il y a de la diplomatie. Il n'y a que en Ukraine qu'il n'y en a pas. Et le monde est en train de se dédollariser au passage, ce qui est pour les États-Unis le problème le majeur peut-être de sa domination planétaire. Comment est-ce que l'on voit, vu de Moscou, l'affaire de Nord Stream et l'absence de réaction des Occidentaux? Enfin, qu'est-ce qu'on pense d'ailleurs à Moscou, en fait, de l'Union européenne et puis de l'Allemagne et de la France? Alors, je vais citer Vladimir Poutine. Il a dit le fait que l'Allemagne ne soit même pas capable de désigner celui qui a détruit son infrastructure montre que c'est un pays occupé. Et il disait, nous avons occupé un temps l'Allemagne, mais nos troupes se sont retirées. Comment ça se fait qu'il y a toujours des troupes américaines en Allemagne? Nous, grâce au général de Gaulle, il n'y a plus de troupes américaines sur notre sol. Mais quelle perte de souveraineté pour tous ces pays qui ont accepté d'avoir des troupes américaines sur leur sol. Donc, Alors, pour, on n'a pas de troupes militaires, mais on a
On a des élites d'autres. colonisées, oui, 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 ça, on Oui, est bien d'autres, d'accord. ça va peut-être être un peu la conclusion de notre rencontre qui est extrêmement, extrêmement riche et passionnante. Euh, est-ce que, à votre avis, la France pourra regagner un jour le terrain perdu en Russie et aussi en Chine et en fait dans tout cet univers? Et est-ce que j'ai vu une déclaration que j'ai trouvé assez vraiment pas mal de Poutine. Là, c'était hier, je crois, où il a d'abord fustigé le fait que les systèmes politiques dans un certain nombre de pays, il pensait évidemment aux pays occidentaux, faisaient en sorte que finalement on avait des gens qui n'avaient pas de culture générale, qui n'étaient pas très intelligents, qui accédaient à des fonctions et qui prenaient des décisions qu'ils ne comprenaient même pas. J'ai trouvé que c'était quand même assez bien vu, notamment sur l'absence de culture générale et de sensibilité aux civilisations étrangères. Et puis il a dit aussi quelque chose, il a dit en fait, en Russie, on parle de pays inamicaux, mais en fait, on a tort. Ce n'est pas les pays qui sont inamicaux, ce sont les dirigeants de ces pays qui sont inamicaux. Donc la question, la grande question qui devrait se préoccuper, à mon avis, les Français, c'est est-ce qu'on pourra remonter la pente et revenir, si la France redevenait un pays souverain indépendant sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, est-ce que les Russes seraient prêts à nous retendre la main? Écoutez, oui, je pense, parce que les Russes sont un grand pays millénaire, donc ils savent très bien qu'il y a des hauts et des bas. On n'est tout de même pas en guerre directe avec la Russie, on l'a été, et on l'a été en Crimée, ça ne nous a pas empêché, 40 ans après, de signer une alliance qui d'ailleurs nous a sauvés pendant la Première Guerre mondiale. Donc je pense que, surtout avec des dirigeants de la profondeur historique comme Vladimir Poutine, il est très, enfin, il sera le premier à se rendre compte que bon, on peut reprendre les choses comme avant. Vous savez, je suis pas un grand fan de Nicolas Sarkozy, mais les 5 ans pendant lesquels il a été à la présidence ont été 5 ans d'un âge d'or dans la relation franco-russe, parce que les Russes lui avaient été reconnaissants d'intervenir en 2008 pour faire l'intermédiaire avec Saakashvili pour amener les exigences russes et les faire passer la pilule, parce qu'il y a eu les Mistral, et même si Sarkozy était rentré le commandement intégré, ce qui est complètement anachronique d'ailleurs avec le recul historique, mais peu importe, il avait vendu les Mistral et les Russes étaient ravis. Et c'est à ce moment-là que j'ai travaillé dans le complexe militaire industriel français pour la coopération avec les Russes, et tout a été, et je pense que demain ça pourrait repartir. Mais vous l'avez dit, il faut que les élites changent, il faut que le gouvernement change. Et puis, il faut sortir de tout ce qui nuit à notre souveraineté. Est-ce que vous dites avec C'est pas moi qui vous l'ai Sarkozy, expliqué. ce que vous dites avec Sarkozy, j'avais rencontré il y a quelques années, euh, on avait une discussion et il m'avait dit qu'il n'était pas d'accord évidemment avec toute une série de choses que je disais, mais il m'a dit que là où je n'avais pas tort, c'était justement sur l'accent que nous devions porter à être en bon terme avec la Russie. Ça va tout à fait dans le sens de ce que vous dites. Vous savez, je le cite souvent, cette fameuse parole de De Gaulle, enfin fameuse. C'est ce qu'il dit à Alain Peyrefitte en 1966, hein, il décide la fermeture des bases militaires américaines en France et qu'il lance la grande commission mixte franco-soviétique. Il dit dans notre histoire, à chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments d'histoire de France. À chaque fois que nous avons été en mauvais termes, ça a été des mauvais moments. C'est en 66, c'est-à-dire il y a plus d'un demi-siècle. Et malheureusement, ça se confirme parce que l'état de la France aujourd'hui n'est pas terrible. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, Xavier Moreau, ou bien est-ce on s'en arrête là? Oh, ben, écoutez, non, je voudrais juste vous remercier, vous personnellement, parce que lorsque j'ai perdu ma chaîne YouTube, vous êtes le seul, je crois, qui avait envoyé sur les réseaux sociaux un message de soutien. Et bon, même si j'avais anticipé, parce que je savais que tôt ou tard, étant donné mon positionnement sans, on va dire, sans concession, ça devait arriver. Vous êtes le seul, et donc je tenais à vous remercier C'est gentil, pour merci. m'avoir apporté Parce que vous faites ce. un travail qui a été très salutaire. Vous avez été quand même un des tout premiers, dès le début du conflit, à apporter un autre son de cloche. Voilà. Alors, tant pis si on est traité, vous et moi, de complotistes, de poutinistes, si on a des tas de valoches de Poutine, on en a plein les tiroirs. Mais qu'en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, en tout cas, je pense que c'est votre point de vue et comme le mien, c'est d'essayer d'apporter aux Français quelque chose qui se rapproche au maximum
de la vérité, de la réalité du monde d'aujourd'hui et pas un monde irréel. On voit tous les mensonges qui s'effondrent les uns après les autres, tous les narratifs occidentaux, à la fois sur cette affaire ukrainienne, mais sur bien d'autres choses qui sont en train de s'effondrer. Et de façon plus importante, plus fondamentale peut-être, c'est la question civilisationnelle que Vladimir Poutine a d'ailleurs pointé lors de son grand discours là, devant tous les corps constitués il y a un mois. Moi, j'avais été quand même assez bluffé par ce discours parce que c'était quand même une hauteur de vue, j'allais dire. Il parle à l'histoire longue, comme aurait dit Brodel, c'est-à-dire il s'adresse au siècle et au siècle. Il parle de Dieu, il parle de la religion, il parle des civilisations. Vraiment, je suis quand même assez bluffé. Et j'ai vu les déclarations de Xi Jinping qui vont dans le même sens, d'ailleurs. Il a dit récemment, là, hier ou avant-hier, que lui, il était en faveur eh bien, d'une espèce de civilisation globale du monde qui consisterait à ce que toutes les civilisations se respectent les unes les autres, soient fidèles à leur histoire, conservent leur identité, leur tradition, tout en s'entendant bien avec les autres. Finalement, je crois qu'entre gens qui réfléchissent à l'avenir du monde, on pourrait s'entendre. Moi, je rappelle que là, je fais un petit peu de pub, mais dans mon programme présidentiel, j'avais prévu de créer, si on sort de l'Union européenne, de transférer l'UNESCO à Strasbourg, dans l'hémicycle laissé vide, qui est beaucoup plus grand que l'UNESCO à Paris, de transformer l'UNESCO à Paris en un parlement de la francophonie. Et à Strasbourg, on en profiterait pour créer, je l'avais proposé déjà en 2017, un centre de la concorde des civilisations et non pas du choc des civilisations. Je crois il y a quelque chose qui est en train de se faufiler dans la pensée des grands dirigeants du monde qui veut éviter cette espèce de stratégie qui consisterait à ce que tout le monde soit en rang serré derrière l'oncle Sam. Voilà. Merci beaucoup Xavier Moreau et puis Merci à vous, bon François. courage et bonne chance pour la suite. Et puis je crois qu'on est tous là pour souhaiter la paix pour tout le monde, y compris aussi pour la jeunesse russe, mais aussi la jeunesse ukrainienne et qui vit des moments quand même assez terribles. Voilà.